Bien, bonjour à tous. Nous démarrons ce cours numéro 3 qui est consacré au temps de la colonisation, période qui s'est déroulée sur un siècle environ en Asie du Sud-Est pour les colonies françaises. Bon, c'est une période qui n'est pas toujours très facile à saisir tant la complexité est grande entre les trois territoires et à propos des formes de colonisation qui s'y sont exercées. En même temps, attention à ne pas porter un regard trop contemporain sur cette période-là. On est dans un autre contexte, dans la seconde moitié du 19e siècle. Reportez-vous au célèbre discours de Jules Ferry, donc vers 1883-84 de mémoire, et où on voyait la colonisation présentée sous ses meilleurs jours comme l'apport de civilisation à des populations qui en avaient besoin. Bon, aujourd'hui, évidemment, la recherche historique a mis bien des nuances sur tous ces regards antérieurs. En même temps, mentionnons que les réalités sont assez différentes selon les territoires concernés. Alors, question pour introduire notre problématique, c'est est-ce qu'il y a véritablement eu, dès le départ, une stratégie géopolitique française en Asie du Sud-Est? Question un peu difficile et où on va répondre avec, là encore, pas mal de nuances. Alors, on va dire oui, si l'on considère qu'il y avait des intérêts économiques, commerciaux en s'établissant dans ces territoires. Oui, c'est exact. Mais c'est cependant, pour reprendre une formulation célèbre, c'est un oui mais, car la France en réalité a saisi des opportunités bon, pour s'implanter dans ces territoires et en adoptant des formes juridiques qui sont des traités, mais des traités avec des autorités en place sans pouvoir très fort et en profitant donc de leur dissension. Ceci étant dit, à la fin du 19e siècle, c'est là alors que commencent à apparaître des résistances à cette présence coloniale qu'apparaît un véritable projet colonial. Alors, que voit-on sur cette carte? Eh bien, les dates. Vous savez que première arrivée, c'est même en Cochinchine avant 1862-1859, c'est à la suite d'un massacre de missionnaires que, sous le Second Empire, est décidée une première expédition pour occuper la ville. Et puis, vous voyez les formes d'implantation. La carte n'est pas d'une extraordinaire qualité. Donc, au départ, il s'agit essentiellement du sud du Vietnam actuel, puis avec une poursuite au Cambodge, avec un protectorat qui va se mettre en place à la suite d'un traité. Et ce n'est que plus tard qu'on va voir apparaître dans les années 80, bien l'occupation et la colonisation de la Nam, puis de Tonkin, non sans d'ailleurs quelques conflits que l'on va voir dans un moment. Et puis en dernier moment, ce sera au Laos, territoire isolé, moins commode en termes d'accès, que la présence française va s'exercer. Alors voilà quelque chose qui est tout à fait bon dans la mémoire que l'on peut avoir de cette période de la colonisation. Donc le Cambodge et le Laos, ça correspond à des formes donc de limites géographiques que l'on connaît puisqu'elles correspondent à celles d'aujourd'hui. Par contre, le Vietnam est divisé en trois territoires, la Cochinchine tout à fait au sud, le Tonkin tout à fait au nord, et entre les deux, cette longue bande de terre qu'on appelle la Nam. Voilà un petit rappel, donc, puisqu'on est dans la dimension historique, les navires marchands étaient arrivés dans la zone, qu'ils soient portugais, français, hollandais, dès le XVIe siècle, accompagnés par l'arrivée de missionnaires catholiques venus notamment du Portugal. Bon, ces derniers ont été parfois bien accueillis, moins bien à d'autres, et je le rappelais tout à l'heure, le prétexte de l'occupation de Saïgon vient de l'assassinat de plusieurs d'entre eux.
Quelques années plus tard, bon, on va avoir une autre implantation qui est au Cambodge, qui est en lutte avec un grand voisin à l'ouest qui est le Siam, aujourd'hui la Thaïlande. Alors cette carte est intéressante pour voir qu'au fond, que la présence française c'est sur donc ces trois territoires de l'Asie du Sud-Est, mais qu'on a à proximité eh bien, un vaste empire colonial qui est celui des Britanniques. Regardez toute l'immense empire des Indes, mais pas que cela. Il y a aussi la Birmanie, la Malaisie, Singapour. Voilà, donc sans oublier une présence qui était déjà depuis plusieurs années à Hong Kong. Vous voyez également tout le long du littoral chinois, eh bien, des villes où il y a eu des concessions internationales qui ont été imposées à l'Empire de Chine. Bon, donc avançons dans le temps. L'Union indo-chinoise, elle se crée juridiquement en 1887, sachant que le Laos y sera rattaché 6 années plus tard. Donc, Francis Garnier, qui était un officier qui avait exercé un rôle important dans cette pénétration française dans ces territoires, va parler de nouvel empire des Indes orientales. Et en disant, bah, c'est ou ce sera le plus beau joyau de l'empire. Cette expression va connaître un certain succès et c'est ainsi qu'on va nommer la péninsule indo-chinoise dans les manuels d'histoire et de géographie de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Ceci étant, n'oublions pas que les opérations militaires pour que la paix règne dans ces territoires, ce qui ne sera jamais d'ailleurs totalement acquis, bien sont loin d'être terminés. Et il y a un épisode qui n'est pas très connu dans notre histoire, c'est la guerre franco-chinoise de 1884-85. Bon, elle est accompagnée, alors là voilà le type même d'image d'Épinal, d'un fort dans la zone du Tonkin où l'armée française essaye de déloger des troupes chinoises qui considéraient que le Vietnam, enfin le Tonkin plutôt, était un vassal de l'Empire de Chine. Notons aussi un autre épisode qui n'est pas très connu, c'est un territoire qu'on appelle le Gangsuan. C'est un territoire qui est petit sur la côte méridionale de la Chine, pas loin d'une île qui s'appelle Hainan, au sud de la Chine. Ce territoire côtier, donc c'est effectivement 1300 km², c'est pas énorme, et qui a été occupé à la fin du 19e siècle, et avec la signature d'un bail un peu proche de celui que les Britanniques avaient passé avec les Chinois pour la ville de Hong Kong. C'est l'idée d'ailleurs au départ, c'était de faire de ce port une sorte de rival de Hong Kong pour le commerce avec ce vaste empire chinois. La réalité, pas tout à fait celle-là. En réalité, ce territoire du Guangzhouan, ça a été plus un territoire de trafic plus ou moins avouable, drogue, etc., qu'un rival réel de Hong Kong. Voilà, la carte n'est pas très bonne, mais on voit une représentation avec dans l'angle le drapeau français, avec ce territoire qui est sur la côte continentale, proche de l'île de Hainan. Alors, d'un régime colonial qui avait été empirique jusque-là, une organisation un peu, pas au jour le jour, mais enfin, disons, au fur et à mesure de la progression de la pénétration française, on va passer au tournant du siècle à une organisation beaucoup plus systémique. Et l'homme qui a présidé à ce mouvement, c'est Paul Doumer, le gouverneur général de l'Indochine de 1897 à 1902. Et on va entrer alors avec lui, dans un impérialisme colonial tout à fait affirmé. C'est un homme dur, Paul Doumer. Et la réalité de son action, on peut la traduire comment? En voyant que les protectorats ne sont que des apparences, là où il y en a, ce n'est pas le cas de tous les territoires. Et donc, le pouvoir, il n'y a pas d'ambiguïté, il appartient au gouverneur général et à la France. En
Cochinchine et au Tonkin, là, au sud et au nord de l'actuel Vietnam, il va y avoir, à partir de cette date-là, un développement économique réel, pas le nier, mais avec des profits très inégalement répartis selon les catégories de population, et sachant que c'est quand même les personnes de la, qui commencent à s'implanter, venues de France, devenues des métropolitains, qui en profitent le plus. On va observer à partir de ce moment-là aussi des progrès réels dans différents domaines. Les voies de communication, c'est là, à cette date-là que commence la construction du chemin de fer qui va relier les deux villes éloignées de Hanoï et Saigon. Quelques progrès aussi en matière de santé, bon, construction des premiers hôpitaux. Et puis également, c'est peut-être le point où on va s'arrêter, de ce qu'on appelait à l'époque l'instruction publique. Alors, une présence coloniale, il n'y a aucun doute à cela, qui est tout à fait hétérogène, tout à fait hétérogène. On va prendre deux exemples pour en noter la mesure. Au Laos, à la fin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la fin des années 30, en tout et pour tout, il y a 600 Français résidents, dont pas mal de fonctionnaires et de militaires. Et en termes d'équipement, en termes de développement, très peu de choses. Si on prend l'exemple de l'instruction, il y a en tout et pour tout quelques écoles primaires, un seul collège pour tout le territoire du Laos. Et on a eu une étude qui montrait qu'en tout et pour tout, il y avait eu 52 jeunes Laotiens qui avaient pu poursuivre leurs études jusqu'au niveau du lycée pendant les années 30, donc en l'espace de 10 ans. Et en allant au lycée à Hanoï, le moins éloigné, quelques-uns en métropole. Il y a un seul hôpital à Vientiane en tout et pour tout. Donc vous voyez qu'au Laos, la présence coloniale ne s'est pas traduite par une présence et la création d'équipements notables. C'est complètement différent au Vietnam. Pourquoi d'abord? Parce qu'il y a une population de, entre guillemets, de coloniaux, de gens qui sont venus de métropole et qui sont installés pour y exercer leur profession. Et si on reprend l'exemple de la formation, c'est clair qu'aucune colonie française, je crois que le texte est une quasi-citation d'un gouverneur général, n'a développé un enseignement semblable. Ça correspond à ce qu'on appelait le devoir éducatif. Alors j'ai mis franco-indigène parce qu'effectivement, on commence à avoir, en termes notamment de professorat, bien quelques enseignants qui sont eux-mêmes vietnamiens. Alors regardons, là les chiffres sont assez intéressants à noter, en très fort contraste avec ce qu'on vient de voir pour le Laos. Pas moins de 8500 écoles, dont une bonne partie, enfin pas environ 25%, non pas tant, 12%, pardon, qui sont des écoles confessionnelles, des écoles catholiques, pas mal de religieuses qui avaient fondé des établissements d'enseignement. À noter aussi, et notamment à Hanoï, une université qui va prendre une ampleur assez importante. Et j'ai pris un exemple pour voir que pendant la période coloniale, alors vous allez dire elle était assez longue, c'est vrai, mais il y a eu 550 médecins vietnamiens qui ont été formés pendant cette période-là. À noter aussi, alors au plan historique, c'est intéressant, c'est que ces lieux de formation, et notamment les universités, vont être un vivier intellectuel, certes, mais un vivier du mouvement national qui va se développer, se structurer, s'organiser, avec notamment pas mal de membres bien formés qui vont présider à la création du Parti communiste vietnamien comme principale force d'opposition. Alors on voit ici que la présence coloniale, elle se traduit aussi dans l'architecture, l'urbanisme. Regardez l'ampleur des avenues, on est loin des critères et des modalités qui présidaient à l'établissement des villes qui existaient antérieurement. On a large avenue avec ici l'hôtel Métropole, Hanoï. J'ai retenu cette image de publicité qui date du début des années 30
parce qu'elle est assez typique. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité. C'est un grand magasin de l'époque qui était pas très loin des bords de la Seine à Paris, qui s'appelait La Belle Jardinière, et qui a fait une affiche sur les propositions d'uniformes et de vêtements pour les colonies, comme on disait. Vous notez d'ailleurs qu'il y a toujours en toile de fond une image un peu erronée, mais quand même qui rappelle les temples d'Angkor. Et ce que vous pouvez pointer, c'est, comment dirais-je, à travers cette image, bon, il faut bien appeler les choses par leur nom, une certaine arrogance vestimentaire, hein, qui contraste effectivement, hein, avec la tenue des populations locales. Donc, c'est l'affirmation, voilà, de qui exerce l'autorité et le pouvoir. Belle période aussi de construction. Alors, excusez ce manque de modestie de votre serviteur. Non, Morin est assez répandu, bien sûr. Là, on est à Hué devant un hôtel des années 30 assez connu, qui existe encore aujourd'hui, qui traduit encore toute cette belle architecture coloniale que l'on a connue là, ici, au Vietnam. Bon, alors ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'ombre à ce tableau qu'on vient de commencer à présenter. Alors, Doumer, on a fait un petit portrait hâtif, un peu caricatural, mais quand même, avait pas du tout le souci de politique associant euh, les populations locales. Ça se traduit comment? Ben, les élites antérieures, les notables, qui pouvaient avoir quelque autorité ou influence, ben, ils vont être dépouillés de tout pouvoir. C'est un premier élément. Un deuxième, c'est les exigences fiscales du colonisateur qui ne vont pas être bien perçues, c'est clair, hein, parce qu'elles sont euh, en nominal pas très, très, très élevées, mais pour des gens qui avaient très peu de ressources, c'était lourd à supporter. Mais le point le plus important, et c'est la question foncière. La question foncière, pourquoi? Parce que il va y avoir une distribution de concessions foncières aux Européens. Alors, Européens, ça peut être aussi bien des particuliers que des entreprises, d'un espace croissant et qui va regarder les chiffres. À la fin du 19e siècle, on est à 65 000 hectares, c'est pas encore considérable. Mais quand on va arriver en 1930, on sera déjà à plus d'1 million d'hectares. C'est-à-dire qu'on a une dépossession du foncier local par l'attribution à des Européens. Alors ça va susciter des révoltes. Et donc, ben, ces révoltes, elles vont faire l'objet d'une répression violente. Voilà un ouvrage important qui a été fait l'objet d'une thèse à l'université de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est pas un hasard, hein, vu le titre, vous voyez, les plantations Michelin au Vietnam, qui raconte, notamment dans les années 20 et les années 30, une histoire sociale qui est marquée par tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de ces plantations qui étaient marquées par une direction terriblement autoritaire et très peu respectueuse des travailleurs vietnamiens. Alors ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des tentatives pour avoir une politique quand même un peu plus souple, plus associative, mais elle n'a pas duré très longtemps. Alors parmi les noms qu'on peut citer, c'est celui de Paul Bot au début du XXe siècle, qui donc le gouverneur général qui a succédé à Paul Doumer, qui dit cette belle phrase: l'heure est venue de substituer la politique d'association à la politique de domination. Ah, il parle d'or, cet homme. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'il ne va pas rester très longtemps en poste. Pour quelle raison? Ben, c'est que les Européens d'Indochine vont, par rapport à cette évolution de type politique, se déchaîner contre lui et ils vont obtenir son départ assez vite, dès 1908. Donc, la tentative ne va pas aller bien loin. À nouveau, on va avoir un peu plus tard avec Albert Sarraut une politique un tout petit peu plus souple et compréhensive, mais il faut y regarder de plus près. En métropole et en Europe occidentale, l'ère est aux tensions, en 1913, après l'incident de Casablanca, tout ça. On a, bon, on sent bien que entre les blocs, il y a une guerre qui se prépare. Et Albert Sarraut, ben, il est
avec une politique plus souple, mais pas désintéressée du tout. Ce qu'ils cherchent, c'est pouvoir mobiliser, entre guillemets, sur place ou en métropole, des personnels, donc là, en l'occurrence essentiellement des Vietnamiens, mais pas seulement, pour la guerre. Alors, la guerre, on a quelques images des tranchées avec des tirailleurs sénégalais, mais il n'y a pas eu que, il y a eu aussi sur le chemin des Dames à Verdun, pas mal de soldats indo-chinois, pas rien, 43 000, dont pas beaucoup, malheureusement, sont revenus. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi beaucoup de travailleurs qui ont été mobilisés, entre guillemets, et en particulier dans les usines d'armement. Alors voilà, cette alternance de périodes un peu plus, bon, un tout petit peu plus ouvertes et d'autres périodes beaucoup plus sombres en termes de colonisation avec des moments de répression brutale de toute révolte et des méthodes policières qui sont souvent marquées par une grande, grande violence. Quand on regarde les instructions données aux policiers de la sûreté à Saïgon, on frémit en voyant leurs pratiques qui étaient assez abominables, il faut bien le dire. Je ne les lirai pas parce que c'est des choses qui, bon, il vaut mieux pas les afficher longuement. Et quant aux gouverneurs, qui normalement ont vraiment la place première puisqu'ils représentent l'État français, en réalité, ils sont très informés. Ils savent ce qui se passe. Mais soit ils se taisent, soit ils se heurtent à des puissances financières trop fortes. On va le voir avec la maison Michelin, pour rétablir une situation de droit. Alors pour ça, on va prendre l'exemple du rapport Pagès, qui est un rapport assez connu, où eh bien, le gouverneur voit ce qui se passe dans les plantations, bon, et qui montre qu'au fond, la société Michelin, je le résume de quelques phrases présentées en cours, il existe malheureusement, je le cite, sur les plantations Michelin un esprit planteur absolument lamentable, et cette société dont le nom honore l'industrie française n'envoie en Indochine à la tête de ces plantations que des hommes sans valeur. La morgue et l'esprit féodal des directeurs successifs de la plantation ont contribué à faire de la plantation Michelin une exploitation en vase clos, ignorante de la vie réelle des Anamites, sous l'autorité d'assistants condescendants et lointains. J'ai eu l'impression, c'est toujours le gouverneur qui parle, que les travailleurs sont traités comme des prisonniers. Voilà, bon, quelques citations. Et il termine un peu plus loin en disant, bah, finalement, la société Michelin se comporte comme un État dans l'État. Alors, bon, l'histoire avance et c'est ce qui va marquer la période suivante, qui va correspondre aux 10-15 dernières années de la colonisation comme on l'avait connue jusque-là, c'est la montée des revendications nationalistes. Donc, c'est surtout à partir des années 30 qui sont des années difficiles. Il faut se souvenir que la crise de 29, elle a concerné le monde entier, y compris la vie économique asiatique. Il y avait eu des révoltes jusque-là, mais pas très organisées. Or, dans les années 30, là, on commence à avoir des mouvements clandestins beaucoup mieux structurés qui se forment. Le principal d'entre eux est le Parti communiste vietnamien. Vous le comprenez aisément parce qu'on avait vu qu'au Laos ou au Cambodge, il n'y avait pas eu cette présence de l'éducation et de la formation, alors qu'au Vietnam, on avait on peut les appeler un peu des sortes de nouvelles élites, entre guillemets, qui ne se considéraient pas comme des élites, mais qui avaient une conscience politique qui s'affirmait de plus en plus. Alors, c'est notamment le cas avec le Parti communiste vietnamien et un leader incontesté qui est devenu rapidement incontesté, qui est Ho Chi Minh. Voici jeune Ho Chi Minh. C'est pas la photo de ce vieil homme avec la barbichette, comme on l'a presque toujours en photo sur les livres d'histoire. C'est un homme intéressant quand on observe son parcours, enfin intéressant par lui-même bien sûr, mais quand on regarde son parcours, il a fait plusieurs métiers, il a beaucoup voyagé, était sur plusieurs continents, et avec une
présence en France, où il a pu à la fois rencontrer des leaders politiques, syndicaux, etc., et toujours écouter attentivement tous les mouvements et toutes les formes de pensée qui allaient dans le sens de ses convictions, c'est-à-dire d'aller vers l'autonomie ou l'indépendance de son pays. Il a été au Comintern à Moscou, où on l'a envoyé en Chine et où il avait fondé un mouvement des jeunesses, bon, qui était d'obédience communiste. Donc les choses avancent et à la fin des années 30, c'est la défaite en Europe de notre pays, la France, face à la déferlante nazie en 1940 et la création du gouvernement de Vichy. Alors assez curieusement, d'ailleurs, c'est le représentant de Vichy qui va continuer à exercer, c'est l'amiral Decoux, à exercer l'autorité au nom de l'État français de Vichy. 1942, après Pearl Harbor, en décembre 1941, c'est les troupes japonaises qui commencent à arriver dans tout le sud-est asiatique et qui vont donc occuper le Vietnam, le Cambodge, le Laos et bien au-delà dans des territoires britanniques. Mais les autorités japonaises ont plutôt tendance à avoir une occupation militaire, pas très dense d'ailleurs, et en laissant en place l'administration française, pensant que comme le gouvernement de Vichy était proche du régime allemand, ben, on devrait pouvoir composer avec ces institutions. Et ça a duré jusqu'au 9 mars 1945, date à laquelle donc la présence de l'administration française sera supprimée, donc un certain nombre de responsables vont être emprisonnés. Et tout de suite après, l'empereur d'Annam, pas tout de suite, mais quelques semaines après, va abolir le traité de protectorat avec la France. Mais ça, c'est peut-être pas le principal. Ce qui est principal, c'est que c'est le Viet Minh, donc ce mouvement communiste, qui s'empare du pouvoir et Ho Chi Minh va proclamer à Hanoï la naissance de la République du Vietnam. Ça, c'est le 2 septembre, donc au moment de la capitulation japonaise. Qu'est-ce qui se passe dans cette Indochine à cette fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu lieu un peu plus tard avec le Japon qu'avec l'Allemagne, où c'était le 8 mai 1945? Eh bien, c'est qu'au nord, les Alliés vont considérer que les autorités de Vichy ayant failli, c'est pas à elles d'être présentes au pouvoir. Au nord, ce seront les Chinois, mais attention, pas les Chinois de communistes qui prendront le pouvoir à Pékin en 1949, c'est les Chinois de Chiang Kai-shek. Et au sud, les Britanniques, pendant quelques semaines, donc ils vont être présents dans le Vietnam actuel. Alors, il y a quelqu'un pas suffisamment connu peut-être dans les livres d'histoire, qui est Jean Saint-Denis, qui va prendre attache avec Ho Chi Minh pour essayer de voir comment on peut régler les questions de manière pacifique en allant assez loin dans une autonomie, voire une forme d'indépendance du pays, mais tout en gardant des liens forts avec la métropole. Et ça démarre plutôt bien, ces contacts, il faut bien le dire. Mais faut être clair aussi, c'est que, hormis peut-être le PCF, en France, on n'a pas compris qu'on entrait dans une nouvelle ère et que les relations géopolitiques étaient en train de changer considérablement, et qu'on était à la fin des empires coloniaux. Et en France, donc le Parlement et les gouvernements successifs, notamment après le départ du général de Gaulle en janvier 1946, n'ont pas perçu qu'il y avait ce sens de l'histoire qui allait vers la fin de ces empires. Bon, c'est vrai qu'il y avait toute une mythologie des empires coloniaux, y compris dans le discours du 6 juin, quand à l'appel depuis Londres, de Gaulle rappelait que la France n'est pas seule, là c'est son empire. Bon, et donc une représentation de la force. Bon, alors on va s'arrêter une petite seconde là-dessus parce que il y a des choses qui sont
qui sont à bien cerner quand on voit le jeu d'acteurs qui s'est passé à cette période de la charnière 45 et l'année 46. Du côté du général de Gaulle, gouvernement provisoire, il a envoyé à Saïgon l'amiral Thierry d'Argentvieux. Bon, c'était une décision qui n'était peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qu'il a prise. Et puis en même temps, au plan militaire, alors d'Argentvieux ayant un rôle plutôt de présence de l'État français, de gouverneur, au plan militaire, va être envoyé Leclerc. Bon, on sait très bien qu'en histoire, ces deux grands hommes, à la fois, avaient de l'estime pour l'autre, et puis un peu de rivalité aussi, ça existait. Et Leclerc, un peu comme De Gaulle, qui était un analyste politique très fin, très intelligent, Leclerc avait bien compris que la page allait être tournée. Et donc, dans ce jeu d'acteurs, il n'était pas tellement éloigné de Jean Saint-Denis et de négociations que ce dernier entamait avec Ho Chi Minh. Ouais, seulement, il y avait aussi d'autres forces politiques qui s'exprimaient à ce moment-là. C'est notamment les colons qui soutenaient les partis politiques qui, au Parlement, soutenaient le plus possible le maintien de la présence française dans toute l'Indochine. Des mouvements comme le MRP, voire les radicaux, presque une partie de la SFIO, enfin tout ça. Si bien que quand, en janvier 1946, le général de Gaulle claque à la porte et dit que ce régime des partis, ça ne lui convient pas, qu'on se débrouille sans lui, on va avoir des gouvernements qui vont succéder à la cadence qu'on connaît bien pour la 4e République, mais qui vont avoir une oreille attentive à l'influence des lobbies économiques de l'Indochine. Alors tout ça, ça fait une politique qui n'a guère été cohérente à un moment où elle aurait vraiment eu besoin de l'être. Bon, Ho Chi Minh a été patient, il est venu à une conférence de Fontainebleau où on lui a dit oui, on pourrait être d'accord pour une autonomie, mais la réalité n'était pas celle-là. La réalité était celle d'une reprise en main des colonies comme aux temps anciens. Et ça s'est concrétisé en 1946 par des initiatives tout à fait malheureuses de certains militaires, notamment le bombardement d'Haiphong, qui a fait beaucoup de victimes dans la ville, victimes vietnamiennes, et bien sûr, à la suite de ça, la révolte qui a démarré à Hanoï en 1946. Les suites géopolitiques du conflit. Eh bien, c'est que l'attitude rigide de la France à partir de la mi et de la fin 1946, elle va accroître l'audience de toutes les forces nationalistes qui étaient plutôt neutralistes, notamment au Cambodge et au Laos, même s'il y avait une présence communiste, et surtout communiste au Vietnam. Et on va avoir un théâtre d'opération qui était limité au Vietnam et notamment au Tonkin, et qui va s'élargir progressivement à toute l'Indochine avec moins d'intensité, bien sûr, au Cambodge et au Laos. Alors voilà, c'est ça la suite géopolitique de ce qui s'est passé dans ces années-là. Paris a voulu ignorer l'existence de cette revendication nationaliste, l'existence de cette République démocratique du Vietnam clandestine. Et puis, chemin faisant, le soutien de la Chine à partir de 1949, quand les communistes ont pris Pékin, puis aussi à cette même période le soutien de l'URSS, eh bien, ça s'est traduit par des conflits de puissances militaires dominantes qu'ont été les Français au début. Eh bien, vers la fin de cette guerre qui a été longue, 8 ans, ça s'est traduit en Dien Bien Phu, mai 54, pardon, par une défaite. Le général Navarre ayant eu une idée fausse qui était de dire près de la frontière laotienne, dans cette cuvette éloignée, sans logistique, jamais les forces communistes ne vont pouvoir venir en nombre suffisant, on va les affronter là et les détruire. C'est le contraire qui s'est passé, avec un acheminement incroyable, avec tous les moyens locaux, bicyclettes, à pied, etc., pour apporter sur les collines qui dominent la cuvette de Dien Bien Phu tout un armement, et notamment d'artillerie, qui va venir à bout des forces françaises.
avec des pertes humaines des deux camps, bien sûr. Et puis avec la victoire des communistes au nord, des déplacements de population, près de 800 000 Vietnamiens quittant le Nord-Vietnam pour le sud. Voilà une image, la cuvette de Dien Bien Phu, vous voyez, près de la frontière laotienne, en terrain montagneux, qui était une idée un peu étonnante des forces françaises, parce que c'était vraiment là, prêter le flanc à une offensive communiste dont on n'avait pas du tout prévu l'ampleur. Le gouvernement Mendès France, qui a compris la leçon, immédiatement engagé les pourparlers. Ça va se traduire par la conférence de Genève. On voit ici une photo. Et la conférence de Genève, ça va déboucher sur quoi? Eh bien, sur une séparation, un peu comme ça s'était passé en Corée en 1953, entre au nord la République démocratique du Vietnam, communiste, et au sud une République du Vietnam plus tournée vers les puissances occidentales, et notamment les Américains, dont la présence va commencer à partir de ce moment-là à s'accroître. Et puis le Laos et le Cambodge qui étaient devenus quasi indépendants en fait dès 1953. Bon, voilà ces accords de Genève. Alors c'est la fin d'une époque. C'est en ce sens-là que, en termes géopolitiques, c'est une date majeure, celle de la fin de la présence coloniale française en Asie. Cette présence coloniale, elle avait déjà été arrêtée chez les Britanniques ou chez les Hollandais. Les Britanniques, l'Inde était devenue indépendante en 1947, la Birmanie en 1948, etc. À la même période au 1949 pour les Indes néerlandaises qui est devenue l'Indonésie et qui s'était passé avec certes des difficultés, des tensions, quelques conflits, mais pas avec la dimension d'une guerre comme celle qui avait été menée par la France en Indochine. Bon, donc la conférence entérine les indépendances de ces pays-là et partage le Vietnam en deux entités. Alors, il était prévu dans la conférence et les accords de Genève que l'année suivante, ou 2 années après, en 1956, pour résoudre la question de la division du Vietnam, eh bien, il y aurait des élections. C'est les électeurs qui décideraient si le Vietnam devait former un seul pays ou deux pays. Et en réalité, le président Diem n'a jamais voulu au Sud organiser les élections, peut-être craignant l'influence du Nord, et puis l'influence qui commençait à pointer au Sud de ce qu'on appellera plus tard le Front national de libération du Sud-Vietnam. Et aussi à partir de cette date-là, on va avoir Washington qui commence à s'impliquer davantage, c'est modeste à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a peur du fameux effet domino. Voilà, donc on va s'arrêter là et le cours suivant, eh bien on verra l'étape suivante. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.